À droite, après la défaite de Jacques Chirac, Charles Pasqua retrouve très vite un point de chute dans le département le plus riche de France. À la tête du Conseil général des Hauts-de-Seine, avec l'aide des jeunes maires RPR élus 5 ans plus tôt, il va s'atteler à une transformation radicale du département. Ces élus de l'Ouest parisien vont très vite comprendre le parti qu'ils peuvent tirer de la spéculation qui s'est emparée du marché immobilier en cette fin des années 80. À l'ombre des tours de la Défense, à quelques encablures de Paris, la situation de leur ville excite l'appétit des investisseurs privés. À Levallois, Patrick Balkany a jeté son dévolu sur l'ancienne usine Citroën du front de Seine. Je me suis mis en quête de transformer toute cette zone industrielle pour en faire quelque chose d'efficace. Pour le faire efficacement, la ville a acheté les terrains. Ce qui pour la ville était un investissement considérable. On a fait une énorme ZAC. J'ai construit sur le front de Seine 750 000 mètres carrés de plancher. Alors il y avait 10% d'équipement public et tout le reste c'était moitié logement, moitié bureau. J'ai rempli comme ça le front de Seine avec les plus grandes sociétés françaises. Levallois devient l'emblème de la politique de la ville de la génération 92. L'influence de Patrick Balkany ne se limite pas à Levallois. Dès 1985, il a pris la tête de l'office HLM du département. Un patrimoine immense de 25 000 logements que Charles Pasqua décide de rénover de fond en comble. Patrick Balkany s'occupe des attributions de logements, Didier Schuller, un énarque du RPR, en est le directeur général. C'est une photo d'anthologie. Ça, c'est Graziani. Là, c'est Michel Roussin. Il y a un certain nombre de leaders de droite qui considéraient que les gens qui habitent dans les HLM sont des gens qui votent contre eux. Donc on les laisse de côté. Et puis il y a eu des gens beaucoup plus intelligents, et notamment c'était le cas de Graziani et de Pasqua, qui ont dit on va reconquérir cette population. Et ça me paraît un bon raisonnement politique. Et ça a été le cas dans les Hauts-de-Seine. Et ça a effectivement modifié le vote à l'époque. J'ai, avec Charles Pasqua, qui était président du département, obtenu que le Conseil général finance la réhabilitation de tout le patrimoine dans les Hauts-de-Seine. Le Conseil général va investir 2 milliards d'euros en 20 ans, ciblant en priorité les cités-jardins construites entre les deux guerres. La butte rouge de Châtenay-Malabry est l'objet d'une attention particulière, de même que la cité-jardin du Plessis-Robinson. Ces villes, dotées de solides équipements publics, sont encore des bastions de gauche. La rénovation des HLM fait partie d'une stratégie mise en place par le RPR pour attirer de nouvelles populations. Je voudrais dire qu'effectivement, aujourd'hui, en France, le logement social, c'est d'abord et avant tout un problème d'argent. Alors, il y a des secteurs où cet argent, on arrive à le trouver. Et c'est le cas, je dirais que c'est notre fierté dans le département des Hauts-de-Seine, qui est présidé par M. Charles Pasqua, avec une majorité RPR-UDF, qui a su faire l'effort de trouver l'argent nécessaire pour la réhabilitation. Ça fait rire le public. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi. Une partie du public qui a peut-être été choisie pour rire. À côté de moi, c'est Nadia qui avait envie de réagir fortement à ce que nous disait Didier Schuller. Aujourd'hui, on nous met des vitres, on nous change les tuyauteries, ce qui nous paraît tout à fait normal, et on nous augmente de 50% nos loyers. Donc ce qui signifie forcément qu'il va y avoir toute une population qui va être virée, fatalement, et que finalement cette réhabilitation, elle va profiter à qui? À une population qui est beaucoup plus riche, qui va venir s'installer à Châtenay. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de refaire le paysage pour que ce soit pas la population qui en profite, mais toute une nouvelle frange de population. Tout à fait. Non, attendez. Je voudrais que vous écoutiez ces deux familles qui ont dû subir la réhabilitation. Cette émission n'est pas un monologue. Non. Il y avait essentiellement des personnes étrangères, des familles nombreuses, et ça gênait un peu pour vendre les appartements qu'on construit en ce moment en face. Et ça dérangeait un peu la municipalité, ils n'arrivaient pas à les vendre, les villas.
Vous regrettez d'être parti? Bien sûr, on était bien là. Et puis maintenant qu'il est refait, pourquoi pas rester? Je crois qu'il faut quand même rappeler les chiffres. Non, mais c'est vrai que les chiffres, non, vous les avez. attendez, dans les Non, chiffres je des m'en loyers, fous, les bah, chiffres que permettez. je connais, c'est mon salaire, et ce que je connais, c'est mon Alors, loyer. votre chauffage central que vous n'aviez pas. Oui, je sais, à Paris, oui, c'est très, mais- très, très, très Oui, non, mais cher. il faut- Dans il faut- le privé, les gens doivent faut- payer 6 000 francs, mais on n'est pas dans le privé, on est dans le social. Tout à fait. Et il y a des gens aujourd'hui qui gagnent le SMIC, et il y a des gens qui gagnent le RMI. Tout à fait. Ces gens-là, il faut bien Tout qu'ils à se fait. logent. Nadia, Le calcul politique a payé. En 1989, le Plessis-Robinson, avec ses nouveaux quartiers aux couleurs acidulées, tombe entre les mains du RPR. Châtenay-Malabry suivra en 1995. Toutes les banlieues n'ont pas les ressources d'un office HLM comme celui des Hauts-de-Seine. Octobre 1990, Vaux-en-Velin, près de Lyon, de violentes émeutes éclatent suite à la mort d'un jeune homme. Dans ces banlieues, les cités HLM n'ont pas été rénovées. Dans l'euphorie de la marche des beurs, François Mitterrand avait lancé le plan banlieue 89, conçu par l'architecte Roland Castro. Ce qui ressemblait à une promesse en 1983 est devenu, en cette fin d'année 1990, le symbole d'un échec que la création d'un ministère de la ville peine à dissimuler. Delbar a fait un bon ministre de la ville. Delbar a été excellent et il a fait du travail. Après, ça a dérapé avec Tapie. Et puis ensuite, après, on en a fait un ministère de la parole. Alors qu'aucune solution politique ne semble émerger, les violences urbaines occupent régulièrement la une des médias. Monsieur le député, vous avez été rapporteur pour l'Assemblée nationale d'une étude sur l'ensemble de ces problèmes et vous dites la banlieue est au bord de l'implosion. C'est grave, ça, je veux dire. C'est grave, je veux dire. Il y a aujourd'hui une logique liée au trafic de stupéfiants, au trafic de la drogue, qui génère des masses financières considérables et qui a créé, je dirais, une situation mafieuse. C'est-à-dire que vous avez des noyaux de dealers qui ont organisé la vie dans la cité autour du trafic de drogue. Quand vous avez des incidents comme à Nières, c'est quoi? C'est tout simplement que les dealers sont en train de dire à l'État « foutez-nous la paix ». Sortez les cités, laissez-nous tranquilles, laissez-nous faire nos trafics en paix dans nos cités et restez dans vos sites propres à l'extérieur. Alors, monsieur Coutou, vous êtes le directeur départemental de la police nationale. Bon, cette situation-là, vous la connaissez. Pour moi, c'est un tableau apocalyptique, mais Je ce veux que pas je se viens faire, ouais. d'entendre me paraît un petit peu excessif. Julien Drey est l'un des premiers, parmi les socialistes, à amorcer ce tournant sécuritaire. C'est vrai que les trafics de drogue existent, la consommation de drogue également, mais à un niveau qui n'est pas celui que vous avez décrit. Et l'argent... Écoutez-moi, je veux mettre les pieds dans le plat, parce que ça suffit, ça. Je veux dire, tous les responsables me disent ça. Citez-moi une cité en France où il n'y a pas une situation de ça. Non, mais ça veut dire que nos instruments... On a l'impression qu'en ce moment, tous les problèmes, c'est des groupes mafieux, que ce soit dans le monde politique, dans les banlieues. Moi, je suis étonnée de vous sidérer d'entendre le rapport que vous... Julien Drey est le seul des anciens leaders étudiants à échapper à la débâcle de la gauche aux législatives de 93. Édouard Balladur succède à Pierre Bérégovoy. C'est la deuxième cohabitation. Jacques Chirac a préféré rester en retrait pour mieux préparer la campagne présidentielle de 1995. Pasqua fait son retour au gouvernement. Et Nicolas Sarkozy apparaît, pour la première fois, en pleine lumière, ministre du Budget et porte-parole du gouvernement. Depuis sa mairie de Levallois, Patrick Balkany continue le combat local. Avec son ami Didier Schuller, ils ont décidé de s'attaquer à la ville voisine de Clichy, tenue par le PS. Un beau jour, Patrick Balkany m'appelle, il me dit il faut qu'on déjeune d'urgence ensemble. Alors j'arrive, je me rappelle, c'est dans un petit restaurant de Levallois, et il sort le journal électoral du maire de Clichy, le maire socialiste de Clichy, Gilles Catoire. Et dans ce journal électoral, Catoire disait Balkany, c'est un marchand de fringues, donc un jour le RPR enverra un énarque à sa place. Du coup, au milieu du déjeuner, il me dit écoute, finalement, puisqu'il veut un énarque, il va en avoir un. Tu vas te présenter contre lui à Clichy. Voilà. Et c'est comme ça que l'aventure clichoise a commencé. Didier Schuller lance à Clichy une campagne dotée de moyens énormes. Vous aviez des entreprises qui donnaient des chèques au RPR.
et le RPR des Hauts-de-Seine rétrocédait au RPR de la circonscription de Clichy-le-Valois cet argent pour faire effectivement de l'action politique. Il se passait que certains partis politiques se faisaient aider par des entreprises qui avaient travaillé ou qui travaillaient pour telle ou telle ville ou tel organisme. Didier Schuller, qui a commandité la rénovation des HLM des Hauts-de-Seine, connaît bien ces entreprises qui lui sont redevables. Le RPR voulait absolument qu'on prenne Clichy, donc j'ai bénéficié d'une aide financière extrêmement importante. On distribuait des colis, des voyages, on a essayé de les aider en matière de logement. Effectivement, ça coûte pas mal d'argent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et L'argent investi a payé. Didier Schuller est élu conseiller général, un premier pas vers la conquête de la ville. Une nouvelle victoire pour le clan RPR des Hauts-de-Seine, d'autant plus importante pour Patrick Balkany qu'il va mener la fronde contre Jacques Chirac dans la présidentielle qui s'annonce. Puis après, tout le monde s'est retrouvé avec Balladur, à une époque simplement où on pensait que Balladur était la seule issue pour gagner les élections présidentielles. Malgré l'accord passé 2 ans auparavant, Édouard Balladur décide de se présenter à l'élection présidentielle contre Jacques Chirac. Un à un, les hommes des Hauts-de-Seine rallient celui qui semble le mieux à même de leur faire garder le pouvoir. Aujourd'hui, il y a un Premier ministre qui a été à Matignon parce que Jacques Chirac, à l'époque, qui aurait dû aller à Matignon, n'a pas souhaité y aller. Il a sans doute eu tort, c'est une erreur politique et c'est un manque de courage. Mais il ne faut pas, après, reprocher à celui qui a été à votre place de réussir mieux que vous ne l'auriez peut-être fait vous-même. Rapidement. Avec le candidat Édouard Balladur, nous avons parlé de sa déclaration. Nous l'avons trouvée très bonne et de l'appui que nous lui apportons. Et avec les autres ministres, vous voyez, Europol. Aujourd'hui, c'était le jour de la déclaration. Il faut mener campagne avec sérénité et avec efficacité. Nicolas Sarkozy, qui est le chouchou d'Édouard Balladur, qui est le Premier ministre bis, qui travaille quasiment sur les genoux du Premier ministre et qui domine Pasqua sur toute une série de sujets, dont un qui est l'exigence du soutien apporté à Édouard Balladur. Vous avez toute une camarilla autour de Sir Édouard. Balazir, Balakosi, Baladjian, Balakany, Ollier, Davin, Charon, enfin toute une bande d'agités. La campagne commence sous les meilleurs auspices. Balladur se voit déjà président de la République, dopé par les sondages qui le donnent gagnant. Et ses amis des Hauts-de-Seine s'imaginent déjà ministre. Mais un petit juge de Créteil va faire dérailler la belle mécanique. Il s'appelle Éric Alphen. Journaliste au Canard enchaîné, Hervé Liffrand est le premier à publier des révélations qui font trembler la Chiraquie. Et voilà le premier papier. Ça a commencé par les aventures d'un collecteur de fonds qui travaillait exclusivement pour Chirac et qui s'appelait Jean-Claude Méry. Il faut se rappeler quand même une chose, c'est qu'au départ, cette enquête, au niveau judiciaire, commence par une dénonciation qui est faite par le ministère du Budget. Petite précision, le ministre du Budget de l'époque était Nicolas Sarkozy. L'équipe Balladur avait vu dans cette affaire, au départ, un dossier Chirac parce que c'était Jean-Claude Méry. Et ils savaient que Jean-Claude Méry finançait Chirac. Donc, ils se sont dit, si on fait partir un truc sur Jean-Claude Méry, on tue Chirac. Après, c'est une histoire d'arroseur arrosé. Derrière Méry, il y avait d'autres personnes. Il y avait Pasqua, il y avait Balkany, il y avait tous les Hauts-de-Seine, et que tous ces gens-là travaillaient aussi pour les entreprises des Hauts-de-Seine. Didier Schuller, désormais au centre des investigations des policiers.
L'enquête sur l'office HLM des Hauts-de-Seine, dont il a été directeur général, semble mettre à jour un véritable système de commissions occultes sur les marchés passés par l'office. Les enquêteurs devront maintenant immanquablement entendre Patrick Balkany, le maire RPR de Levallois, mais surtout le président de l'office HLM. Ils vont essayer quand même, du côté des baladuriens, d'étouffer le coup pour eux, quitte à le laisser continuer pour Chirac, mais au moins d'éteindre l'incendie. Les hommes des Hauts-de-Seine montent alors une machination digne d'un mauvais roman policier. Ils tentent de corrompre le beau-frère du juge en lui offrant 1 million de francs. Mais la manœuvre tourne au fiasco. Didier Schuller, qui en sait trop, est menacé. Il s'enfuit en République dominicaine. Et le juge Alphen est dessaisi de l'affaire. Ses successeurs seront moins mordants. La montagne judiciaire va accoucher d'une souris. Mais politiquement, c'est autre chose. Politiquement, c'est autre chose, parce que cette affaire de manipulation visant à déstabiliser un juge a joué un rôle important dans l'effondrement du candidat Balladur. Le 23 avril 1995, Chirac est élu président de la République. Le pouvoir, qui semblait si proche pour le clan du 92, s'éloigne à nouveau. C'est comme aux courses, l'outsider Jacques Chirac, revenu de nulle part, a coiffé sur le poteau d'un museau notre bon Édouard. Voilà. Ce qui nous a valu quelques représailles plus ou moins douloureuses, la mienne ayant été particulièrement douloureuse. Au municipal de 95, Balkany perd Levallois face à un Chiracien qui met aux enchères sa collection de voitures. L'ancien maire se retrouve condamné pour avoir fait travailler des agents municipaux à son domicile. La politique se fait pas toujours avec des pétales de fleurs. Hein. Il y a aussi de la politique qui se fait avec des couteaux bien aiguisés. Voilà. Eh bien, on n'était pas du bon côté du couteau. Aucun des baladuriens des Hauts-de-Seine n'est appelé au gouvernement formé par Alain Juppé. La disgrâce leur est d'autant plus cruelle qu'ils voient une nouvelle génération de jeunes femmes posées sur le perron. Leur avenir politique semble sérieusement compromis. La génération Mitterrand, elle aussi, s'apprête à vivre des heures sombres. Le 8 janvier 1996, 8 mois après avoir quitté l'Élysée, Mitterrand meurt du cancer qui le rongeait depuis des années et qu'il avait soigneusement dissimulé. Les anciens leaders étudiants perdent le mentor qui leur avait fait gravir les premières marches du pouvoir. Le rituel, c'était que la porte s'ouvrait au moment de 20h, c'était le journal télévisé. Et François Mitterrand s'asseyait et il me disait « on va regarder les infos ». Bon. Et puis après, il éteignait et il m'interrogeait. Il prenait les idées que vous pouviez développer, il les décortiquait, il adorait ça, il adorait polémiquer. Alors il nous écoutait doctement en nous disant « et alors c'est quoi votre position ?» Il me disait « vous êtes trop sérieux. Vous êtes trop sérieux. Bon, pourquoi vous êtes toujours sérieux comme ça ?» Parce que la politique c'est sérieux, monsieur le président. Oui, mais enfin, faut rire là, hein. Il était très respectueux et il était très méprisant à l'égard de ceux qui n'avaient que des plans de carrière. Très vite, Mitterrand, il a compris la nature de la relation qu'il fallait créer avec nous. C'est-à-dire une relation affective, mais pas une relation dirigiste. C'est comme ça qu'il a réussi à faire fusionner autour de lui des générations militantes différentes, avec des parcours différents. C'est qu'il était à la fois au-dessus et en même temps en laissant une très grande liberté. Pour l'équipe Juppé, l'état de grâce aura été de courte durée. La réforme des retraites des fonctionnaires
a provoqué une grève des transports publics qui paralyse le pays. 1 mois de grève, des millions de personnes dans les rues. Malgré l'impopularité de son Premier ministre, Jacques Chirac refuse d'en changer. Il décide de jouer son va-tout. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais la manœuvre échoue et la gauche revient au pouvoir. Avec Lionel Jospin, Premier ministre, s'ouvre la 3e cohabitation. Les jeunes énarques débarquent en force au gouvernement. Lionel Jospin, l'ancien trotskiste, est devenu l'homme fort de la gauche. On gagne les élections législatives, et là, je m'attendais, peut-être pas être peut-être dans le premier cercle des ministres, mais enfin d'être un ministre de Lionel Jospin, je ne le suis pas. Et j'apprends que c'est François Hollande qui est le premier secrétaire du PS. Bon, j'ai dit, c'est comme ça, on va attendre et on va agir politiquement là où on est, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Bonsoir et merci d'être fidèle à notre rendez-vous politique du dimanche. Notre invité est donc Monsieur Cambadélis. Bonsoir, je rappelle que vous êtes le numéro 2 du Parti Socialiste. Monsieur Cambadélis, qu'est-ce qui se passe au PS ? Je crois que le gouvernement s'est attaqué à juste raison à de nombreuses réformes parce que la société nécessitait d'être réformée, ce qui n'avait pas été fait auparavant. Dans de nombreux domaines. En 18 mois, quand même. Oui, mais en 18 mois, on en a déjà fait pas 80. Mal et on va en faire quelques autres. Mais 80 correspondaient à des réformes de structures qui ont apporté leurs fruits, mais il y en avait d'autres à faire qui n'avaient pas été faites. Je voudrais poser une question sur l'AMNEF. Il semble que Jean-Christophe Cambadélis ait été salarié de l'AMNEF. Je voudrais savoir à quel titre et surtout savoir ce qu'il pense de l'accusation selon laquelle l'AMNEF aurait servi de base de repli à quelques élus socialistes en mal de mandat. Écoutez, j'ai été salarié il y a de cela de nombreuses années. J'ai été pas salarié de l'AMNEF d'ailleurs. J'ai été salarié, non, ça s'appelle pas des filiales, ce n'est pas des filiales. Il a été dit d'ailleurs. Vous étiez député entre 88 et 93. Jean-Christophe Cambadélis est rattrapé brutalement par son passé. Il est soupçonné d'avoir bénéficié d'emplois fictifs. L'affaire de l'AMNEF, révélée par Libération, va l'emporter, lui et ses camarades. Mais ça n'a strictement rien à voir. C'est le rapport de la Cour des comptes que vous connaissez qui parlait de... On vous reproche des centaines de choses, chaque phrase, poum poum, devient terrible. Je me souviens d'un éditorial d'un quotidien disant qu'il y avait grosso modo 2 ordures dans ce pays, Jacques Chirac et moi-même. C'est la Cour des comptes qui a d'abord été alertée sur les agissements des dirigeants de l'AMNEF proches du PS, notamment sur des salaires qui auraient été versés à Jean-Marie Le Guen, député PS, Jean-Christophe Cambadélis, secrétaire national du PS, et Julien Drey, député PS. Vous vous retrouvez aux 20h, non pas à la tête d'une manifestation ou défendant une position politique, une espèce de repris de justice. Une information judiciaire est ouverte. Sur fond de perquisition au siège de l'AMNEF, l'affaire prend un tour politique. Lionel Jospin est visé. Mais comme dans l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine, la sanction politique sera plus cruelle que la sanction judiciaire. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie du gouvernement Jospin, qui a perçu des honoraires de l'AMNEF, est contraint de démissionner. Et fonctionnement partisan. 7 ans plus tard, Julien Drey et Jean-Marie Le Guen bénéficieront d'un non-lieu. Seul Jean-Christophe Cambadélis sera condamné avec du sursis. Mesdames et messieurs les députés, ne regardez pas de mon côté. Résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Le 21 avril 2002, c'est la déflagration. Lionel Jospin est battu dès le premier tour de l'élection présidentielle. Il est devancé par le candidat de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen. La gauche divisée, désorientée, sans leader ni relève, se retrouve dans la rue pour crier son impuissance. Sur ces décombres, les hommes du 92 font leur retour au gouvernement derrière leur leader incontesté,
Nicolas Sarkozy. En 2007, c'est la consécration, l'apogée d'un combat politique dont les épisodes clés se sont joués dans le département le plus riche de France. Nicolas Sarkozy et ses amis y ont puisé leur soutien financier, leurs mœurs, leurs méthodes, leurs valeurs. En face, les anciens leaders étudiants espèrent encore le pouvoir. La vraie question, c'est est-ce que nous sommes une sorte de génération sacrifiée? C'est est-ce que nous avons aidé les autres et nous n'avons rien réalisé? Ou est-ce que c'est maintenant qu'on va être peut-être réalisé? Ça, la réponse, elle est dans les mois qui viennent.